Je vais donc vous présenter le lock-in syndrome, cet état dans lequel le patient va se retrouver prisonnier de son corps, incapable de bouger ni de communiquer. Comme je vous l'ai énoncé donc dans la première partie de cette formation, nous allons aller plus en détail sur cette question. Alors dans mon histoire, tout d'abord hospitalisée en urgence en service de médecine générale, je sens la paralysie monter de mes pieds jusqu'en haut du corps, peu à peu, en 48 heures. Les médecins considèrent à ce moment-là que je suis hypocondriaque et qu'il n'y a lieu de rien faire et de me laisser en l'état. La dernière nuit passée dans ce service, je rassemble toutes mes énergies et au bout de mes réflexions et de mon analyse, je considère qu'il convient d'exiger la présence d'un neurologue puisqu'il me semble que ma pathologie ne peut venir que du système nerveux central. Le lendemain matin, forte de toute l'énergie, du désespoir, car je sentais ma dernière heure être arrivée, je m'exprime, et là très fortement, je hurle et j'exige la présence de ce neurologue. On m'entend enfin, et le neurologue arrive, se fait décrire mes symptômes, je lui décris également la boule que je sens dans mon cou et qui est considérée à ce moment-là comme le signe de mon hypocondrie et qui en fait est la paralysie des voies respiratoires qui est en train de m'atteindre. Il me voit en état d'insuffisance respiratoire et donc, après avoir posé le diagnostic du syndrome de Guillain-Barré, m'envoie rapidement en service de réanimation. J'arrive donc dans ce service où l'on va pratiquer une ponction lombaire immédiatement et très rapidement, je vais être mise en état de coma artificiel afin de laisser mon organisme se concentrer sur mes fonctions vitales. Un peu plus d'une semaine plus tard, je vais me réveiller, j'ouvre les yeux, je vois énormément de matériel technique autour de moi, je comprends que je suis dans un service a priori de réanimation. Je me sens totalement tétraplégique puisque là je n'ai plus aucun membre qui ne bouge. Je suis trachéotomisée, c'est-à-dire qu'on a pratiqué une incision de sorte que l'air soit insufflé dans mes poumons. Donc je me réveille sans pouvoir bouger le moindre petit doigt, sans pouvoir marcher bien sûr, sans pouvoir respirer et surtout sans pouvoir parler, sans pouvoir communiquer. Ceci étant le fait de la trachéotomie qui bloque mes cordes vocales. Mais à ce moment-là, je pense que je suis également paralysée des cordes vocales et que je ne pourrai plus reparler. Je saurai plus tard, quelques semaines plus tard, au détour d'une conversation de mon mari avec un infirmier, qu'en fait c'est la trachéotomie qui m'empêche donc de communiquer. Souvent, on m'interroge, étais-tu consciente à ce moment-là? Parce qu'effectivement, j'étais encore dans un lit, sans bouger, et excepté les paupières, et sans expression du visage, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc la question qui est revenue très souvent lorsque je suis revenue, j'ai récupéré mes facultés, c'est « étais-tu consciente ?» Eh bien oui, j'étais consciente. Contrairement à ce que je donnais à voir, j'étais extrêmement consciente, au contraire. J'étais dans un état plutôt d'hypervigilance. Hypervigilance permanente. En dehors des phases de sommeil, qui quand même, je pense, étaient assez fréquentes, j'étais dans un état d'hypervigilance, toujours à l'affût de ce que réalisaient autour de moi les soignants,
de ce qu'il me disait, de ce que me disaient mes proches. J'étais dans la peur absolue de la fin de vie, sachant qu'à tout moment, ma vie pouvait basculer de l'autre côté. Ce qui ne représentait pas clairement une peur pour moi, mais une peur pour mes proches, que j'appréhendais de quitter, bien évidemment. Alors cet état m'a ramené à bien des questions existentielles. La toute première, est-ce que je me trouvais dans un sarcophage ou est-ce que je me trouvais dans une chrysalide? Est-ce que j'allais m'en sortir? Est-ce que j'allais vivre ou est-ce que j'allais mourir? Et si j'envisageais la guérison, je pouvais me permettre de l'envisager à quel niveau? À ce moment-là, mon mari me disait, les médecins pensent que si tu t'en sors, et tu fais toujours ce si, tu resteras en fauteuil roulant. Pour moi, c'était une promotion extraordinaire parce que le fauteuil roulant, c'était déjà un, vivre et puis deux, me déplacer à mon gré. Même si je n'en mesurais pas toutes les difficultés, mais néanmoins, c'était quand même un progrès très, très conséquent. Si j'allais mourir, j'avais besoin de communiquer. J'avais besoin de dire à mon mari, j'avais besoin de dire à chacun de mes 4 enfants que je les aimais et j'avais besoin de régler des problèmes, des questions de fin de vie, apaiser des conflits pour que eux puissent bien vivre après mon départ. La question n'était pas de savoir et de m'alléger, mais la question était bien de les soulager, eux, parce que eux avaient leur vie à continuer après moi. Et bien sûr, j'avais énormément de questions sur mon état, pour lesquelles je restais totalement sans réponse. Alors bien sûr, je ne pouvais poser aucune question. Je ne pouvais dire aucun mot d'amour. Je ne pouvais alerter sur aucune urgence. Si un soignant sentait que j'étais en train d'alerter, naturellement, il évoquait, il suggérait des réponses. Ces réponses tombaient toujours, quasiment toujours à côté du stress qui était là. Parce que mes urgences, elles n'étaient pas transcrites par des moniteurs qui bipaient, elles étaient juste transcrites par mes yeux qui clignaient à une vitesse importante. Donc les réponses étaient toujours inadaptées. Je n'avais jamais de réponse à mes questions. On ne peut pas en vouloir aux soignants et aux proches, puisqu'il n'y avait pas de moyen de communiquer. Alors bien sûr, c'est du risque. C'est du risque permanent, du stress qui monte, parce que votre stress, vous sentez par exemple une douleur arriver, votre stress s'accentue parce que vous savez que vous ne pouvez pas communiquer. Vous entendez alors les moniteurs qui bipent à une vitesse de plus en plus soutenue, augmentant votre stress, et en face, vous n'avez absolument aucune réponse. Et c'est là que peu à peu, vous allez vous enfoncer dans l'objectisation. Alors, je dois être très précise sur cette notion-là. Je n'ai jamais été objetisée intentionnellement, ni par aucun de mes proches, ni par aucun des soignants. Néanmoins, moi-même, je me sentais reléguée à l'état d'objet. C'est naturel lorsque le regard ne croise plus votre regard. Parce que si l'autre sent une souffrance quelconque dans votre regard, pour s'en protéger,
il va le fuir, tout naturellement. Les soignants fuient votre regard, ils passent devant votre chambre sans tourner les yeux. Quelquefois, ils font des soins sans vous regarder. Et peu à peu, vous vous sentez relégué au rang d'objet, même si ce n'est pas intentionnel. Et lorsque vous êtes au rang d'objet, vous n'avez plus envie de lutter. Vous n'avez plus envie de rester là, avec cette communauté qui n'est plus la vôtre. Puisque vous n'êtes pas mort, c'est sûr. Vous n'êtes pas vraiment vivant non plus. C'est simplement que vous n'existez plus. Alors, il y a ce cercle vicieux qui va faire que peu à peu, compte tenu de cette situation, votre chambre va se déserter. Les soignants vont moins s'y attarder. Ils vont venir pour des soins mécaniques, mais auront peur de croiser ce regard. Donc, vous vous enfoncez dans cette nature d'objet. Vos proches viennent vous rendre visite, et certains d'entre eux le vivent tellement mal qu'ils ne se sentent plus capables de revenir une nouvelle fois. Donc vous allez avoir moins de visites. Et peu à peu, ce sentiment d'objectisation va vraiment s'inscrire en vous, au point que vous ne soyez même plus attentif aux signaux que vous envoie votre corps. C'est une étape déterminante dans la survie potentielle du patient. Certes, le patient n'a pas tout pouvoir sur son devenir. Il est clair que la chimie, les traitements, les soins du système hospitalier vont vous permettre de vous en sortir ou pas. Mais une chose est certaine, si vous-même, vous n'avez vraiment pas envie de revenir, à mon avis, vous ne reviendrez pas. C'est ainsi que le chef de service de réanimation qui m'a suivi a pu me confier une situation fréquente en service de réanimation. Il me dit, lorsque le patient va mieux, en fait, lorsque sa conscience revient, parce que nous l'avons dégagé du coma, parce que les signes vitaux sont meilleurs, nous avons des indicateurs qui sont positifs et nous avons la certitude que le patient va s'en sortir. Il se réveille et c'est là que nous le perdons sans raison. Donc je crois que l'on peut réellement accréditer la thèse que l'absence de communication a un réel effet sur la vie, sur simplement l'envie de vivre du patient. S'il y a une chose à retenir, c'est l'envie de vivre du patient porte sur cette communication. Et si il doit mourir parce que la technique n'y fera rien, eh bien il pourra partir dans de bien meilleures conditions s'il peut communiquer à la fois avec les soignants et avec ses proches.